Bonjour, alors je suis Sophie Mourlon, je suis directrice de l'énergie au ministère de la Transition énergétique. Je vous dirai dans un instant 2 mots sur ce que c'est. Et on vous propose, là pendant 1 heure, de discuter d'énergie, de souveraineté énergétique, de sobriété énergétique, avec un panel d'intervenants de la sphère publique et de la sphère privée. Alors on ne va pas faire le tour du sujet parce que mes équipes m'ont dit tu pourrais parler d'eux et j'ai à peu près une 12aine de pages écrites petit, donc on ne va pas parler de tout ça. Mais je pense qu'en fonction des appétences des uns et des autres et de vos questions, on pourra aborder un certain nombre de sujets du moment. On m'a proposé d'introduire le sujet et puis ensuite je vous proposerai une première séquence d'intervention des différents intervenants. Alors, l'énergie en ce moment, c'est quoi ? C'est d'abord, si vous lisez un tout petit peu les journaux ou si vous êtes en train de négocier vos contrats d'énergie pour l'année prochaine, c'est d'abord un sujet de crise qui est complètement inédit dans le secteur de l'énergie, y compris, moi j'ai 46 ans, y compris à peu près sur cette durée-là. On fait face à une crise qui est complètement inédite puisqu'on est en crise sur à peu près toutes les thématiques. Cette crise, elle est multifactorielle, évidemment. Elle est issue, entre autres, de la reprise économique après le Covid, des conséquences du Covid lui-même, de la guerre en Ukraine. Et tout ça nous rend en tension sur le pétrole, le gaz, l'électricité pour en plus des facteurs internes à la France, et donc sur les prix. Donc c'est une crise totale et qui nous rappelle, s'il en était besoin, la grande dépendance de notre économie et de notre société à l'énergie, mais également de notre pays à un certain nombre de vecteurs énergétiques importés ou de moyens énergétiques importés. C'est quelque chose dont je pense le monde de l'énergie a toujours eu conscience, mais qui revient avec force dans le débat public, avec l'espoir, parce que je suis une éternelle optimiste, que ça soit un facteur d'accélération, et on va y revenir. Alors, dans cette crise, là aussi, pour faire un petit panorama de l'actualité, nos principales actions côté État, c'est d'abord d'assurer la sécurité d'approvisionnement du pays et des consommateurs, c'est de protéger les consommateurs sur les prix, avec une panoplie de mesures qui ne peut pas être totalement complète. L'État a pris un certain nombre de boucliers pour protéger plusieurs catégories de consommateurs et continue, vous le savez, à travailler sur des mesures de protection au fur et à mesure que la crise s'amplifie. Et puis, c'est un énorme travail et une accélération, et en ça c'est heureux, sur la sobriété énergétique, puisque c'est aussi un moyen de passer la crise, et c'est un moyen d'investir sur le long terme qui est fondamental. Ce qui me permet de faire le lien avec un deuxième sujet très important dans nos actions en ce moment, encore une fois, tant côté public que privé, c'est la préparation du long terme. La préparation du long terme pour nous, et on pourra en parler avec l'ADEME, c'est préparer la vision de ce que sera notre secteur énergétique, notre approvisionnement énergétique, ce que seront nos économies d'énergie aussi à l'horizon 2050. 2050 parce que c'est forcément l'horizon sur lequel on doit programmer les investissements. Le temps de déploiement des investissements, que ce soit des gros investissements dans des grosses infrastructures ou des investissements diffus dans plein de petites choses, de toute façon, pour passer à l'échelle qui est nécessaire pour la transition, on doit programmer à long terme. Et nos objectifs dans cette vision à long terme, là aussi, il y en a plusieurs, mais on va retrouver un peu les mêmes, c'est assurer la sécurité d'approvisionnement de l'ensemble du pays, et puis on l'envisage évidemment à l'échelle européenne. C'est la lutte contre le changement climatique et la décarbonation rapide de l'ensemble de notre économie, de l'ensemble de notre consommation. Et puis, c'est la protection des consommateurs par la question des prix et des prix d'accès à l'énergie. Dernier point, et j'en arrêterai là pour l'introduction pour ne pas être trop longue, on pourra développer ces différents sujets, c'est un travail sur le long terme, sur l'innovation. Là aussi, investir aujourd'hui pour le long terme, c'est un axe très important de la politique de l'État, avec en particulier le plan France 2030, dont on sera amené à reparler, qui mobilise 54 milliards d'euros, dont une partie, à peu près une bonne moitié, ciblée sur la décarbonation, et à l'intérieur de ça, plusieurs enveloppes qui sont ciblées sur des thématiques énergétiques,
le développement des énergies renouvelables, les réseaux, le nucléaire, la décarbonation profonde de l'industrie. Donc on vous propose de parler de tous ces sujets autour de l'innovation, autour des questions de souveraineté et de sobriété énergétique de la France. Et donc je vous propose un premier tour de parole autour de ces questions de souveraineté et de sobriété énergétique à court et à long terme. Et je propose donc de commencer par David Marchal, qui est directeur exécutif adjoint expertise et programme à l'ADEME. Bonjour, merci Sophie de me donner la parole. Bonjour à tous. Alors, effectivement, c'était utile de redresser le contexte actuel, qui est très particulier. Et c'est peut-être un peu bizarre de vouloir tout de suite se projeter en 2050, mais c'est néanmoins ce que je vais faire. Puisque quand on parle de sobriété, de souveraineté, effectivement, la question est de comment on peut atteindre la neutralité carbone en France, tout en essayant d'accroître notre souveraineté. Et est-ce que la sobriété qu'on met en œuvre aujourd'hui pour passer l'hiver, est-ce que c'est un levier aussi sur le long terme ? Alors à l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, on a publié des scénarios l'année dernière sur ce sujet-là. On n'est pas les seuls. RTE a fait également des scénarios plus spécifiques sur le système électrique. D'autres acteurs produisent des scénarios. Negawatt en a produit également. La particularité des scénarios de l'ADEME, c'est qu'on a produit 4 scénarios de neutralité carbone pour la France, 4 scénarios variés qui englobent le sujet de l'énergie, mais pas que. Voilà, c'est 4 sociétés, 4 France en 2050, avec des logiques d'aménagement du territoire, des logiques de consommation de biens, de consommation alimentaire, de consommation énergétique, qui diffèrent complètement les uns des autres. L'exercice étant qu'il fallait que tous ces scénarios atteignent la neutralité carbone. Ça, c'était notre objectif pour pouvoir alimenter les débats, pour pouvoir alimenter les réflexions sur la stratégie française énergie-climat. Et ce qui est intéressant dans ces scénarios-là, c'est qu'on se rend compte, premièrement, que tout est lié, que finalement le nombre de steaks par semaine peut avoir un impact sur le nombre de kilomètres en voiture. Enfin, j'exagère un peu en disant cela, mais disons que on a fait une modélisation qui inclut la modélisation du système alimentaire, la modélisation du système agricole, de fait les potentiels en biomasse et donc éventuellement en biogaz, etc., etc. Et de là, effectivement, tout est un peu lié, y compris des besoins en mobilité, avec cet exemple de l'alimentation. Dans nos 4 scénarios, points communs et puis différences, globalement, les 4 scénarios atteignent tous la neutralité carbone avec des chemins différents. On a un scénario qui est très orienté sur la sobriété, le premier, qui s'appelle Génération frugale. À l'inverse, un scénario 4, qui est extrêmement orienté sur les technologies, mais pas que les technologies de la transition, pas que les green tech, les tech de façon générale, les technologies dans ce scénario 4 étant là pour compenser une absence de changement de comportement des citoyens. On continue comme aujourd'hui et on compense par les technologies. Il faut capter le CO2, on capte le CO2, et on se déplace toujours plus vite et on agrandit nos villes, etc., etc. Néanmoins, dans ces 4 scénarios, on constate qu'il y a une baisse de la consommation d'énergie. Dans ces 4 scénarios, on a entre moins 20 et moins 55% de baisse de la consommation d'énergie finale. Donc malgré tout, même quand on ne cherche pas véritablement à faire de la sobriété, c'est sans doute l'avenir qui est devant nous. Alors énergie au sens large, énergie ça inclut le gaz, ça inclut le pétrole. La question est comment va évoluer le mix énergétique. Et effectivement, ces scénarios, ils montrent aussi que que dans les scénarios, on va dire, où la consommation d'énergie baisse le plus, on atteint plus facilement des questions de souveraineté énergétique. On produit plus facilement en France. Je prends l'exemple du gaz, par exemple. Le gaz est un vecteur dans nos scénarios dont la consommation baisse par rapport à aujourd'hui, de moins 50 à moins 65% à peu près, 2 tiers de moins. Et dans les scénarios où il baisse justement de façon significative, on arrive à faire un gaz qui est quasiment 85% renouvelable. Voilà. Donc produit en France à partir de méthanisation, à partir d'hydrogène et donc à partir d'électricité. Voilà un exemple pour citer un peu ce lien entre sobriété et souveraineté. Merci David, merci beaucoup pour cette introduction. Pour enchaîner peut-être sur les questions d'innovation qui sont fondamentales et centrales sur beaucoup de vecteurs énergétiques, je passe la parole à Louis Fleuret, qui est directeur adjoint de la mission French Tech.
Merci Sophie et bonjour à tous. Du coup, pour commencer mon propos, je vais dire finalement la transition écologique ou énergétique, elle va avoir lieu, mais soit de manière subie, soit de manière choisie, et elle aura lieu avec des solutions françaises, européennes ou non. Et donc quelque part, les investisseurs privés, en tout cas je parle pour l'écosystème de start-up, de plus en plus vont vers des projets soit green tech ou soit avec une émission carbone plus faible qu'aujourd'hui. Les talents vont dans ces startups, les clients corporate ou publics ont des exigences aussi. Donc demain, pour une startup, pour lever des fonds, pour vendre et pour recruter, il faut s'emparer de ces sujets. Et donc, du coup, c'est quand même assez radicalement différent des 10 premières années de la French Tech. Et même si l'horizon est lointain, il y a beaucoup de choix d'entreprise ou publics à faire aujourd'hui. Et là où il y a un lien direct entre les deux, alors évidemment, il y a l'actualité, mais il y a aussi le fait que, est-ce que dans notre modèle énergétique de demain, quelle est la part de solutions françaises ou étrangères, mais produites en France? Est-ce qu'on a des boîtes françaises qui exportent? Et donc, quelque part, je suis moins inquiet sur le fait que ça va arriver, plutôt sur est-ce qu'on va pouvoir choisir nos technologies? Est-ce qu'on pourra avoir une partie des emplois en France, une partie des technologies en France? Et quelque part, moi, je suis assez persuadé que dans les 5 prochaines années, l'écosystème French Tech ne pourra pas rester à sa place à l'échelle mondiale, ni augmenter s'il ne s'empare pas de ces sujets. Donc quelque part, c'est quelque chose qui était peut-être pris en compte par uniquement une partie de l'écosystème French Tech au cours de la première décennie de la French Tech, mais si on se projette sur la nouvelle décennie de la French Tech, c'est un élément qui est très structurant, parce qu'une startup, si dans 5 ans, elle ne peut plus lever de fonds, plus embaucher et plus vendre, du coup, elle va avoir quand même du mal à se développer. Et donc quelque part, ce sujet de transition écologique et énergétique plus spécifique, c'est un changement radical, je trouve, sur l'écosystème French Tech et aussi dans la manière dont nous, côté mission French Tech, on peut accompagner les entreprises, alors soit Green Tech, soit non Green Tech, mais qui auront des actions en matière de sobriété énergétique à faire. Et donc, quelque part, il y a un changement, je ne vais pas dire idéologique, parce que je suis dans l'administration et je ne me permettrai pas, mais en tous les cas, un peu de concept, où quelque part, il y a eu, depuis 10 ans, une majorité des actions de l'État qui étaient sur on soutient l'innovation parce qu'il nous faut plus d'entreprises innovantes, on soutient leur croissance parce qu'il nous faut des boîtes plus grandes. Et la question écologique ou énergétique venait souvent après. Et quelque part, j'allais dire, maintenant c'est terminé. Dans France 2030 que vous évoquiez, il y a plus de fonds pour les boîtes qui sont dans la décarbonation de l'économie, c'est ce que vous mentionnez. Dans tous les projets industriels, si une entreprise a un projet qui a un impact négatif sur l'environnement, elle ne pourra pas être financée. Donc ça challenge pas mal l'État sur comment le vérifier derrière, mais en tout cas, c'est dans tous les appels à projets. Nous, dans le programme d'accompagnement d'entreprises, de start-up green ou non green, on commence à demander des bilans carbone. Donc c'est peut-être que la première étape, mais sur nos 3 millions d'entreprises, tout le monde ne l'a pas fait encore. Et donc, quelque part, il y a évidemment... c'est un sujet d'avenir de l'écosystème French Tech et évidemment que toutes les solutions d'innovation ne viendront pas des startups parce qu'il y a des innovations dans le secteur public, chez les grands groupes, chez les PME, mais probablement qu'une partie de l'innovation viendra de l'écosystème des startups. Et donc ça veut dire que collectivement, il faut qu'on s'interroge sur comment est-ce qu'on accompagne peut-être un peu plus les startups qui ont des solutions à proposer en matière de transition énergétique pour que demain, une PME à qui on demande de faire des efforts en matière de sobriété énergétique, est-ce qu'il y a des solutions françaises ou européennes sur la table? Donc oui, c'est le cas, mais est-ce qu'elle les connaît? Quand elle va choisir un prestataire de cloud, est-ce qu'elle a des solutions cloud vert sur la table, françaises ou européennes? Oui, mais en termes de part de marché, elles sont minoritaires. Et donc vraiment, c'est quelque chose qui est au cœur de l'ADN de l'écosystème. Et je suis persuadé qu'on a déjà aujourd'hui une partie des solutions activables et déployables à très grande échelle dans l'écosystème. Il y a pas mal quelques boîtes que je connais dans la salle qui vendent déjà à des grands groupes en France ou à l'étranger. Et donc, à la fois, il y a l'horizon lointain 2050, mais il y a dès aujourd'hui des startups. Et startups, c'est pas que 2 personnes dans Station F. Il y a des startups où ils sont 40, 50 ou plus et qui peuvent vendre à des très grands groupes. Et donc, du coup, mon message, c'est de dire il y a tous les nouveaux financements pour faire émerger les solutions de demain, mais il y a plein de solutions sur comment produire du béton bas carbone et avec moins d'énergie dépensée comme Materup, comment on recycle, comment on produit les batteries en France, comment on recycle aussi une partie des batteries, qui est un élément indispensable évidemment sur le système énergétique. Et ça, on a des startups en France qui sont là-dessus. Donc vraiment, c'est un message de si vous voulez chercher, on en a en France. Donc du coup, ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour pouvoir commencer tout de suite à utiliser des solutions de sobriété ou de transition énergétique de manière générale.
Ouais, c'est un point, mais on va revenir sur tous ces points-là. Je pense que c'est fondamental de se dire que dans le monde qu'on se prépare demain, les enjeux de souveraineté, ils sont sur le fait d'être en capacité d'assurer notre approvisionnement en énergie de manière entièrement décarbonée et effectivement en étant aussi peu dépendant de manière, comment dire, un petit peu en risque de l'extérieur et de chocs externes qu'on aura du mal à prévenir et qu'on peut en tout cas pas prévoir à l'horizon de plusieurs décennies. Alors, sur ces sujets, maintenant, on passe dans la sphère de l'entreprise. Olivier Sala, vous êtes vice-président groupe recherche et innovation chez Engie. Oui, merci. Bonjour à tous. Bon, alors le sujet de la table ronde est quand même assez impressionnant par son ambition, si je puis dire, mais ça ne nous fait pas peur. Peut-être un mot pour resituer un petit peu le contexte de ce qu'on appelle la transition énergétique, vue d'Engie. La transition énergétique qui consiste d'abord finalement à réduire, voire à annuler l'empreinte carbone de nos activités au sens large, qui se double d'un impératif de souveraineté. Pour ça, je pense que le sujet est extrêmement pertinent et extrêmement d'actualité. Donc sur la partie carbone, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, il faut faire de l'efficacité énergétique et de la sobriété énergétique en première intention, dans tous les cas. Ça, il n'y a pas de doute. Donc nous, on travaille plutôt chez Engie sur les sujets d'efficacité énergétique, parce que la sobriété, c'est plus des changements d'usage, etc., qui relèvent plus des consommateurs eux-mêmes d'énergie que de l'énergéticien qui peut les aider. L'efficacité, il y a des moyens d'accompagner, de moderniser pour gagner en efficacité énergétique. La deuxième chose, évidemment, c'est d'électrifier tout ce qui peut l'être. Donc, évidemment, le véhicule léger est un très bon exemple. C'est de déplacer la consommation énergétique résiduelle vers de l'électricité. Pourquoi? Parce que l'électricité peut trouver une réponse décarbonée à travers les énergies renouvelables. Énergie renouvelable dont l'intermittence est à gérer, ce qui pose d'autres enjeux de gestion, de stockage de l'électricité, de pilotage de tout ça, de flexibilisation de la demande. Mais globalement, c'est le deuxième pilier, c'est électrifier tout ce qui peut l'être à partir d'énergie renouvelable ou potentiellement de nucléaire bas carbone. Et effectivement, donc le groupe travaille beaucoup sur ces sujets-là, investit beaucoup sur ces sujets de renouvelables. Troisième pilier qui sera absolument nécessaire, c'est les molécules décarbonées. Pourquoi c'est important? Parce que pour pas mal d'usages d'énergie, l'électrification n'est pas une bonne option. C'est pas une bonne option parce que c'est techniquement pas possible. Donc vous ne pouvez pas prendre un porte-conteneur de CMA-CGM et puis le faire tourner avec des batteries ion lithium, ou alors il ne porterait que des batteries ion lithium, fondamentalement, compte tenu de la densité, compte tenu de la durée du stockage, etc. Mais c'est vrai aussi dans un certain nombre de processus industriels, des processus haute température, donc faire de la sidérurgie, du ciment, potentiellement un certain nombre de processus chimiques, voire du verre, etc. C'est très compliqué. Et donc, on ne fera pas voler non plus des avions avec des batteries ion lithium. Donc, pour un certain nombre d'usages, on a besoin de molécules bas carbone ou neutres en carbone. Et ça, on l'obtiendra de deux manières, soit à travers des processus biologiques de méthanisation, mais je pense que mon voisin en parlera mieux que moi, soit à travers des molécules de synthèse qui seront construites autour d'une molécule pivot que sera l'hydrogène. Et donc on pourra comme ça construire ou synthétiser du e-méthane, du e-kérosène, etc. Ou du e-ammoniac, et ça potentiellement avec une empreinte carbone nulle. Donc ça c'est très important, mais une fois de plus, l'hydrogène sera produit pour être vert à partir d'électricité renouvelable et électrolyse de l'eau. Donc tout ça, ça veut dire quoi? Si j'en viens au volet souveraineté, c'est que la bonne nouvelle, c'est qu'on va sortir d'une dépendance stratégique à des ressources fossiles, mais on est susceptible de rentrer dans une nouvelle dépendance associée aux équipements finalement qui permettent cette production, notamment d'électricité renouvelable, ce stockage d'énergie, etc., cette production d'hydrogène. Et là, il faut regarder cette vulnérabilité sur toute la chaîne. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a des vulnérabilités industrielles. S'il y a trop de concentration industrielle, c'est évidemment le cas sur le photovoltaïque aujourd'hui. On sait que si demain, les Chinois envahissent Taïwan pour faire court, on ne pose plus un panneau photovoltaïque aujourd'hui, ce qui est quand même un peu problématique dans la transition que l'on doit faire. Donc il y a une urgence à réindustrialiser cette capacité-là en Europe. Et je pense que l'Union européenne en prend désormais pleinement conscience. La même problématique se pose quand même sur les batteries, un petit peu différemment, mais aussi. Donc ça, j'allais dire, c'est relativement visible. Ce qui est moins visible, c'est la question des matières premières. Il faut bien être conscient que produire 1 kWh avec une éolienne, ça consomme beaucoup plus de matières premières que produire 1 kWh avec une centrale à gaz. Ou rouler 1 km avec une voiture électrique, ça consomme beaucoup plus de matières premières que rouler avec 1 km avec une voiture diesel.
Et donc, la question qui se pose, c'est de recenser effectivement c'est beaucoup des métaux rares. Où sont-ils produits? Où sont les gisements? Où sont les capacités d'extraction? Où sont les capacités de traitement des matières brutes extraites? Et donc, si on prend des exemples, par exemple, assez classiquement, sur les batteries, on va voir que, par exemple, le cobalt est un métal rare absolument critique pour faire des batteries ion-lithium aujourd'hui, sans lesquelles on ne sait pas faire des voitures électriques. Le cobalt, il est produit majoritairement aujourd'hui en République démocratique du Congo, dans des conditions qui sont très discutables. Et quand on regarde aujourd'hui qui a la capacité à traiter le minerai brut, réponse aux entre 2 tiers et 3 quarts, c'est la Chine, qui est aujourd'hui intermédiaire sur l'ensemble des chaînes de traitement de ces matières premières, quelle que soit leur provenance d'ailleurs. Et donc, la question qui se pose, c'est, puisque c'est un sujet d'innovation qu'on doit traiter là, c'est qu'est-ce que peut faire l'innovation technologique au-delà du volontarisme industriel pour trouver des solutions. Donc, il y a 2 pistes. Premièrement, c'est réduire l'intensité de consommation de ces matières rares. Et on peut envisager des batteries qui consommeront moins de lithium, moins de cobalt, moins de graphite, moins de nickel, moins de manganèse. Et il y a déjà des travaux en cours sur ces sujets-là, premièrement. Et deuxièmement, on a un horizon qui est de toute façon incontournable, c'est celui du recyclage. Et le recyclage prendra peut-être un petit peu plus de temps. Il est compliqué. Aujourd'hui, recycler une batterie ion-lithium, c'est extrêmement compliqué compte tenu de la manière dont c'est construit. Et ça, c'est un horizon absolument essentiel. Et c'est ces 2 conditions-là qui nous permettront, parce qu'on aura une vision de temps long et qu'il faut planifier les choses. Alors, planifier dans un environnement incertain, évidemment, c'est compliqué, parce qu'il faut planifier les choses, retrouver une véritable souveraineté dans un nouveau monde de l'énergie où l'Europe ne se contentera pas de changer de dépendance dans une nouvelle carte géopolitique du monde de l'énergie. Voilà. Merci beaucoup encore. Vous avez élargi le panorama des problématiques. Comme j'avais dit, on a beaucoup de sujets. Je pense qu'en fonction de vos questions également, on pourra orienter et approfondir certains sujets. Alors, pour finir ce premier panorama, Nicolas Paget, vous êtes CEO et cofondateur de Waga Energy. Donc, on est preneur également de votre vision et de ce que fait votre entreprise dans cette perspective. Merci Sophie. Alors, merci déjà notamment à Louis de me donner l'opportunité de m'exprimer devant vous. Je pense que peu d'entre vous connaissent Waga Energy. Je vais essayer d'être le porte-parole ici des Green Tech qui innovent, des Green Tech industriels qui innovent. Et pour vous présenter rapidement Waga Energy, on est une entreprise industrielle qui, depuis plus de 7 ans, déploie des innovations technologiques pour valoriser le biogaz des centres de stockage, j'ai pas trop le droit de le dire, mais des décharges, qui gèrent les déchets. Au niveau mondial, les déchets, c'est la première manière de gérer nos déchets, c'est l'enfouissement, le stockage. Et en France, ça représente encore, malgré le tri qui se développe énormément, malgré les autres filières de valorisation, c'est 30% de nos déchets qui terminent dans des stockages en France. Ces déchets, une fois qu'ils sont stockés, ils vont spontanément, naturellement et en continu produire du méthane qui est issu de la dégradation de la matière organique qu'on ne va pas réussir à séparer dans ces déchets. Malgré tous les efforts qu'on va faire, il en restera toujours. Et on constate, nous, quand on va sur ces centres de stockage de déchets, qu'il y aura toujours, et il y a toujours, une production importante de méthane. Alors pourquoi j'insiste sur le méthane? Je n'ai pas parlé de biogaz, je parle de méthane. C'est que le méthane, c'est le gaz énergétique qui compose une bonne partie du biogaz, mais c'est le gaz énergétique aussi qui va composer le gaz naturel qu'on importe de Russie. On parle aujourd'hui de sobriété dans cette table ronde. On parle de sobriété notamment au vu du contexte géopolitique et des approvisionnements de gaz qui nous viennent de Russie. Donc le gaz russe, c'est du méthane. Mais le gaz qu'on va aller aussi importer de Norvège ou des États-Unis sous forme liquéfiée ou même du Qatar, c'est du méthane. Donc ce méthane, il est absolument capital de comprendre qu'il y a un seul substitut renouvelable disponible pour remplacer ces importations, c'est le méthane qui est contenu dans le biogaz. Et si je schématise un petit peu, toutes les importations d'un côté qu'on a de Russie, des USA, du Qatar, de Norvège, toutes ces importations, c'est du gaz fossile, alors que sur tous les centres de stockage qu'on va avoir en France, on arrive malheureusement pas suffisamment souvent à bien valoriser ce biogaz et à l'injecter pour le remplacer dans les tuyaux.
Pour faire très simple, il y a trop de cas où on va importer du gaz fossile et brûler du gaz renouvelable sur les sites de production. Alors que l'ensemble des acteurs, GRDF n'est pas ici, mais tout est disponible en France pour faire autrement. Je ne suis pas venu vous parler que du constat. À Waga Energy, nous, on a développé une solution pour faire autrement, pour proposer une innovation technologique qui va aller épurer, valoriser ce biogaz, récupérer le méthane et le remplacer dans les tuyaux, va remplacer le gaz fossile dans les tuyaux. Donc on va avoir une action concrète pour la sobriété un peu, c'est une économie locale, mais surtout pour la souveraineté, pour l'indépendance énergétique. Et on va aussi avoir une action double au niveau de la lutte contre le changement climatique en remplaçant une énergie fossile par un gaz renouvelable et en évitant des émissions de méthane. Là, je vais peut-être aller un peu plus loin encore sur le méthane. Le méthane, c'est un puissant contributeur au gaz à effet de serre. C'est 80 fois l'impact en termes de réchauffement climatique du CO2 sur une échelle de 20 ans. Et mis un petit peu face à l'urgence climatique, ce qui est quand même un des fondements de notre action à Waga Energy. L'urgence climatique, les rapports du GIEC nous disent on a 15 ans si on y arrive pour agir. Donc un gaz qui, pour une période de 20 ans, qui va avoir une durée de vie dans l'atmosphère de 10-12 ans, qui contribue 80 fois plus que le CO2 au réchauffement climatique, c'est une nécessité d'aller le récupérer partout où on peut le récupérer de manière renouvelable et le remplacer dans les tuyaux par rapport à son équivalent fossile qui en plus pose des problèmes géopolitiques. Donc c'est... Bien évidemment, à Waga Energy, on s'est mis sur une innovation technologique qui nous cantonne principalement à valoriser le biogaz qui est produit sur les centres de stockage, comme je vous le disais. Ça ne résoudra pas tout le problème. C'est un potentiel qui est important, mais qui, par rapport à ce qu'on disait, nécessite quand même qu'à côté, on fasse preuve de sobriété et de diminution de nos besoins et de notre consommation d'énergie. Mais ne pas aller chercher ce gaz qui est d'ores et déjà produit de manière continue, immédiate, disponible sur les sites de stockage, c'est quelque part, pour moi, pour nous à Waga, rater une marche dans la transition énergétique. Et ce qu'on essaye de faire à Waga Energy, je vais essayer de terminer rapidement, c'est de passer les marches les unes après les autres, de le faire en poussant notre technologie, en poussant notre innovation technologique. On se considère encore comme une start-up, mais même si on commence à être un petit peu plus que 40 ou 50. Et on a pu le faire, je tiens à le dire pour terminer, on a pu le faire dans un contexte où on a développé cette innovation en France, qui, malgré tout ce qu'on dit des innovations américaines, autres, les startups de la Silicon Valley, en France, on a un contexte où l'ADEME nous a permis de faire éclore Waga Energy, de financer et de réaliser les premières installations. On a un contexte où les jeunes entreprises innovantes ont des avantages au développement. On va avoir aussi des accompagnements de la part de la French Tech, de la part de la DGEC, pour porter nos messages, pour nous donner de la visibilité. C'est vraiment des choses, nous à Waga, dont on a pleinement conscience, qu'on sait être un des facteurs de réussite de notre entreprise et qui, en termes d'innovation, puisqu'on parle des green tech qui innovent, il ne faut pas oublier que le politique, les règles administratives, le cadre de vie dans lequel on évolue tous nécessite aussi des innovations et que ce ne sera pas que de la technologie, c'est aussi de la part des institutions et des politiques de porter ces innovations. Merci. Merci beaucoup. Oui, je peux témoigner qu'on est mobilisé et l'ADEME avec. On a même, vous n'avez pas mentionné ce point-là, mais on s'est même adapté à la réglementation, à l'innovation. On le fait assez régulièrement et on l'a fait avec plaisir d'ailleurs pour les technologies du type de celles qui sont portées par Waga Energy. Alors là, vous avez dressé un panorama qui est déjà relativement complet de l'ensemble des enjeux. Je voudrais le compléter avec des éléments de perspective. D'ici à 2050, c'est les horizons qui ont été articulés. Il faut ni plus ni moins qu'on change entièrement notre système énergétique. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'on réponde à l'urgence climatique, ça a été dit. Et ça suppose une décarbonation de l'économie complète et ça suppose un système énergétique qui puisse fournir l'énergie nécessaire et qui soit lui-même entièrement décarboné. Et en plus, toutes les installations de production d'énergie qu'on a aujourd'hui, à très peu d'exceptions,
ne seront plus là en 2050. Notre parc nucléaire sera largement en fin de vie à cet horizon-là. Donc, même si on imagine emmener toutes les centrales nucléaires à 60 ans, la majorité aurait fermé à cet horizon. Les parcs de production renouvelables que vous connaissez, ils auront atteint leur fin de vie. C'est en général entre 20 et 30 ans, peut-être un petit peu plus. Mais donc, ça veut dire que tous les parcs qu'on a aujourd'hui, ils seront globalement en fin de vie en 2050. On aura encore les barrages. Ça, on peut penser qu'ils seront encore là. Et on a des investissements énormes dans le réseau à faire. De la même manière, dans le champ du gaz, ça a été évoqué par David et par Nicolas. Il faudra qu'on ait du gaz entièrement décarboné, hydrogène, biogaz ou gaz méthane ou équivalent produit par des moyens décarbonés qui sont à l'état... Alors c'est loin d'être balbutiant maintenant, ça prend son essor, mais quand on regarde le passage à l'échelle qu'il est nécessaire de faire, c'est absolument gigantesque. C'est donc une transformation très profonde et c'est une transformation qu'il faut qu'on fasse vite. Si les scénarios sur lesquels on travaille et qui correspondent à peu près à certains des scénarios centraux que David a évoqués tout à l'heure dans les modélisations de l'ADEME, c'est grosso modo à l'horizon 2050, pour que ça passe, pour que le système énergétique passe, en assurant la sécurité d'approvisionnement, c'est-à-dire en fournissant la quantité d'énergie nécessaire et en étant complètement décarboné, il faut qu'on réduise globalement nos consommations d'énergie. Dans notre scénario central, c'est de 40%. 40%, c'est juste énorme. Donc toute la partie sobriété et efficacité énergétique, elle est gigantesque. Et dans ce monde énergétique plus petit qu'on aura réduit, et c'est indispensable, de 40%, il faut une décarbonation complète, c'est-à-dire, ça a été dit, une électrification massive et une transformation totale des gaz et des carburants liquides pour être entièrement décarbonés. C'est un enjeu énorme qui se prépare maintenant. Et du coup, j'ai envie, dans un deuxième petit tour, avant de passer aux questions, que vous nous donniez votre vision des enjeux du passage à l'échelle. Qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce que vous attendez pour réussir ce passage à l'échelle de l'ensemble, parce que tout ce qu'on a évoqué là, vous avez évoqué la question des matières premières, on a évoqué la question de la transformation du gaz, tout ça c'est des germes, c'est des solutions qu'on a aujourd'hui, mais qu'il faut complètement passer à l'échelle avec des enjeux énormes en termes d'empreinte territoriale, en termes de matériaux, en termes économiques, à l'horizon 2050. Et cela de manière évidemment favorable à l'ensemble de la vie en société et de l'économie française. Alors, je propose de faire le chemin dans l'ordre inverse. Nicolas. C'est un sujet un peu compliqué pour nous parce que ce passage à l'échelle, on est en train de le faire. On est en train d'aller à l'international. Qu'est-ce qui nous freine ? Le plus compliqué pour nous, c'est peut-être d'avoir un peu plus de visibilité sur les règles qui sont appliquées, alors, au niveau de l'Europe, par exemple, au niveau de la France en particulier, des règles qui peuvent parfois évoluer, et on a des effets de stop and go. Il y en a eu, vous nous avez d'ailleurs aidé à ce sujet-là, sur des articulations. Faut-il faire de l'électricité ? Faut-il valoriser le biogaz sous forme de molécules ? Comme je le rappelais, c'est la seule opportunité qu'on a d'avoir une molécule verte directement utilisable et ensuite transportable. L'hydrogène, par exemple, c'est un vecteur, il faut le transformer à partir d'autres molécules, alors que le méthane, il est produit directement. Comment on passe à l'échelle du dessus ? Je dirais qu'il faut avant tout accompagner les entreprises, comprendre leurs problèmes et prioriser surtout les politiques pour définir un cadre clair et s'y tenir. Quand je parlais des marches qu'on doit passer les unes après les autres, s'il y en a une qui se dérobe sous nos pieds, c'est toujours un peu compliqué après de se rattraper. Donc le cadre, les institutions, la vision politique qui est appliquée, elle doit être constante. Et c'est pas simple. Non, c'est pas simple, parce qu'en plus, mais vous le savez, il faut qu'on adapte au fil du chemin, et donc donner à la fois de la stabilité, de la visibilité, tout en s'adaptant au fil du chemin, c'est un défi quotidien, effectivement, pour nous. Olivier. Beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. Ce que nous, on fait dans nos labos de recherche chez Engie, c'est que on teste les technologies dont on pense qu'elles seront pertinentes. Après, on fait des pilotes dans des conditions réelles, les plus réelles possibles, chez des clients, sur nos propres sites, etc. Puis dès qu'on a testé, qu'on vérifie que ça marche techniquement, que c'est pertinent opérationnellement, que ça peut être
efficace économiquement, il y a la question du passage à l'échelle. Et c'est là où ça devient compliqué, parce qu'on est vite sur des très gros tickets d'investissement. Donc on est prêt tout à fait à jouer notre rôle. Il y a beaucoup de sujets comme ça. Il y a beaucoup de sujets. Et une des caractéristiques de la transition énergétique, c'est que globalement, elle élargit le champ des technologies qu'on va mobiliser. Le plus simple, c'était le litre de pétrole. C'est pour ça qu'on a pris ça en premier. Mais quand on sort de ça, il n'y a pas une techno qui va tout résoudre. Il y a une multitude de technos. Donc on parlait tout à l'heure typiquement du gaz, des centres d'enfouissement, mais il y a d'autres types de biogaz, il y a différents processus de méthanisation, il y a des molécules de synthèse, il y a etc., etc. Donc il y a beaucoup de solutions. À chaque fois, il y a des technologies différentes. Donc je pense que dans ce cadre-là, il faut oser planifier, parce que sur tous ces sujets-là, il y a besoin de temps long. Et ce qui est compliqué, c'est que planifier effectivement dans un environnement très volatile et très incertain, ce qui est vraiment la caractéristique du monde de l'énergie aujourd'hui, puisqu'on voit qu'il y a des incertitudes géopolitiques, évidemment, enfin, il y a des incertitudes de marché, il y a des incertitudes technologiques, et puis il peut y avoir des incertitudes aussi réglementaires pour les acteurs. Donc je pense qu'un des grands sujets, finalement, c'est de poser un cadre qui permet de donner des signaux qui invitent les différents acteurs à faire les investissements. Et il faut le faire, j'allais dire, par filière complète, de manière intégrée. Je pense que l'Europe a eu trop tendance à saucissonner les chaînes de valeur et puis par tranche se poser la question du marché pertinent et puis de dire quel est le bon niveau de concurrence, etc. Ça ne marche pas. Je veux dire, si on ne réfléchit pas, par exemple, à ces sujets je parlais des batteries, c'est un exemple, il peut y en avoir d'autres, depuis la matière première ou sur le photovoltaïque, depuis les premiers cristaux jusqu'à ceux qui vont les utiliser, ceux qui vont les poser, etc., qui vont réussir à être compétitifs et autonomes sur ces sujets-là, on rate les choses. Parce que si on ne crée pas des conditions pour aligner les signaux, pour que tout le monde s'aligne, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas parce qu'on va avoir des dépendances sur la chaîne, on va avoir des vulnérabilités. Et donc, c'est ça le sujet. Et c'est d'autant plus important qu'il y a différentes natures d'acteurs. Il ne suffit pas d'aller voir un seul acteur, dire qu'est-ce que vous voulez, vous allez tout faire. Non, parce qu'il y a des interdépendances, donc les industriels, les énergéticiens. L'écosystème des startups est important. Et nous, on travaille pas mal avec des startups, et c'est très important pour aller mobiliser le potentiel d'innovation. Donc effectivement, je pense que la puissance publique a un rôle important à jouer, mais les acteurs aussi industriels ont un rôle à jouer et des risques à prendre sur les différents compartiments du jeu. Donc nous, on joue sur toute la gamme, sur les renouvelables en électricité, sur les gaz verts, sur le stockage, sur l'hydrogène, etc. Et donc le champ est assez complexe et nécessite de gros investissements et une vision stratégique. Merci beaucoup. Alors on va passer du côté des pouvoirs publics. Effectivement, passage à l'échelle, c'est faire passer certaines filières à l'échelle. Je suis convaincue, et c'est vrai en particulier pour toute la partie sobriété et efficacité énergétique, c'est aussi passer à l'échelle un écosystème de solutions, vous en avez parlé, très varié et qui puisse être infusé et mis à disposition de l'ensemble des acteurs de l'économie, de l'ensemble des ménages également, pour faire cette transition jusque dans le quotidien en fait. Alors Louis, on fait quoi ? Je pense que le principal facteur, c'est d'avoir envie. Je dis une banalité, mais du coup, la transition énergétique et écologique, il y a plein de gens en France, pouvoirs publics, grandes entreprises, start-up ou PME-TI, qui ont envie d'y aller. Et quelque part, il y a toute la contrainte géopolitique, il y a plein de risques, on passe de quelques acteurs à plein de technologies différentes, qui fait que, j'imagine, pour des grandes entreprises, ça fait une manière de travailler très différente. Donc il y a plein d'incertitudes, mais en même temps, c'est un peu notre défi de génération. Alors on est un peu trop générationnel, mais du coup c'est un peu notre défi, et je sais pas, tous les 20 ans ou 30 ans, je sais pas si une génération a un défi à résoudre, mais en tout cas j'ai l'impression que c'est un peu le nôtre, et en vrai c'est hyper excitant. Et du coup en se baladant ce matin, à chaque boîte, on a envie de postuler et de la rejoindre quelque part. Donc, c'est pas une offre pour rejoindre ta boîte, mais quelque part, c'est incroyable du fait de dire que dans l'enseignement supérieur, dans les boîtes, quelles qu'elles soient, les gens s'emparent quand même de plus en plus de ces sujets. Je dis, les investisseurs y vont, les gens achètent aussi en fonction de ça. Jamais tout le monde, jamais tout le temps, etc. Mais si on revient même 3 ans en arrière, je trouve que ça a changé de manière énorme. Donc, un premier message quand même positif, au-delà de toutes ces contraintes qui s'abattent sur nous. Et après, pour dire ce qu'on fait
côté mission FrenchTech, on fait deux choses. D'une part, on essaie d'accompagner en individuel des entreprises, alors sur différents sujets, mais notamment sur la transition écologique, ce qui nous permet, j'espère, de les aider un petit peu à grandir. Et on va notamment chercher des startups qui sont juste avant ou juste au début du passage à l'échelle pour voir comment est-ce que l'État peut se mettre derrière, donc, notamment avec un programme qui s'appelle le French Tech Green 20, et le fait d'aller un peu sous le capot en individuel pour, avec Waga par exemple, pour dire du coup c'est quoi vos enjeux, comment ça marche, ça nous permet à la fois de comprendre cette entreprise, mais aussi toutes les autres qui sont peut-être sur des problématiques connexes, et du coup on peut se dire est-ce que par rapport à un enjeu particulier, il n'y a pas un problème réglementaire global qu'on a peut-être identifié grâce à Waga ou une autre, mais qui vont pouvoir concerner d'autres entreprises. Est-ce que dans la phase industrielle, historiquement, la France finançait beaucoup la phase d'innovation de R&D, mais pas beaucoup la phase d'industrialisation. Et du coup, depuis un an, il y a plein d'appels à projets qui sortent justement pour aller financer un peu plus loin, ce qui n'est pas simple côté État, parce que du coup, c'est une partie un peu risquée. Historiquement, on y allait moins, mais je trouve que l'État, et je peux le dire parce que du coup, je n'y ai pas participé, a fait un pas en avant, je trouve, en allant financer des projets justement plus loin dans l'industrialisation, dans le passage à l'échelle. Donc nous, on a des programmes d'accompagnement de start-up spécifiquement sur des sujets de transition écologique. Et un deuxième facteur que je trouve qui est intéressant, c'est de se dire comment est-ce que l'État peut soutenir des initiatives privées qui répondent aussi à ces enjeux. Et donc, un événement comme aujourd'hui, demain et après-demain, il y a un événement à Grenoble justement sur la sobriété énergétique pour savoir comment l'écosystème grenoblois, qui est très innovant aussi, peut promouvoir ces solutions auprès de grands groupes ou de donneurs d'ordre publics. Et donc, du coup, nous, on finance aussi 100-150 projets par an, dont un gros tiers sur la transition écologique, en se disant qu'il y a des gens, entrepreneurs, investisseurs, incubateurs, un peu partout en France, qui ont des idées, qui n'attendent pas un appel à projet d'État, qui veulent juste y aller, ils proposent un projet, du coup on essaie de financer, et du coup il y a vraiment des projets, tous les mois comme ça, il y a des gens dans l'écosystème qui vont essayer de présenter des startups à des donneurs d'ordre, de faire des job meetings sur la transition écologique, et ça c'est quand même un facteur important de se dire où est-ce que l'État a un rôle de soutien aux idées des autres, parce que toutes les idées ne viennent pas évidemment de l'État, donc je pense que ça c'est un élément qui est assez structurant. Et enfin, je dirais, ça a été évoqué tout à l'heure, je trouve que la logique d'économie circulaire, qui n'est pas une expression qu'on utilise souvent historiquement dans le scène de start-up, elle est extrêmement importante sur les batteries, sur l'empreinte carbone du numérique sur les smartphones ou autres. Et finalement, si on va être sur toute la chaîne de valeur, il y a je ne suis pas spécialiste de tout ça, mais en tout cas, dans l'immense majorité des secteurs, la logique d'économie circulaire est forcément très structurante pour réutiliser des matières premières, pour avoir de l'emploi en France. Et je pense que dans l'économie circulaire a peut-être parfois été un peu renvoyé à un monde d'économie sociale et solidaire, si je caricature. Et je trouve qu'elle a vraiment une place très, très, très structurante, et que je pense que les acteurs, même historiques, de l'économie circulaire ont beaucoup de choses à nous apprendre. Du coup, par exemple, sur les batteries, son site Vercor, qui construit une usine de batteries près de Dunkerque, qui se sont dit on va avoir des enjeux de formation. D'autres gens en France auront aussi des enjeux de formation sur les batteries. Donc, ils créent une école de la formation avec des organismes de recherche, avec d'autres acteurs privés, soutenus financièrement par France 2030. Donc, je pense que la logique d'économie circulaire et de formation sur ces métiers d'économie circulaire. On n'a pas de grande école d'économie circulaire en France, en tout cas à ma connaissance. On a plein de grandes écoles sur plein de choses, mais c'est moins le cas là-dessus. Et finalement, si on a les gens qui sont formés là-dedans, après ils vont aller dans les boîtes et ils vont faire le reste du travail. Donc je pense je partage ce que disait tout à l'heure Engie. Je pense que dans toute la logique un peu de filière, l'économie circulaire, c'est une manière d'utiliser moins de matières premières, de les faire venir de moins loin, etc. Donc je pense que c'est un élément qui est très structurant. C'est très nouveau pour nous, grâce d'ailleurs, je peux dire au MTE qui nous fait, on vous vole de l'expertise au fur et à mesure qu'on échange avec vous. Et donc du coup, là, le MTE, je le dis aussi pour ceux qui ne sont pas dedans et qui ne le voient pas, a un rôle aussi d'expertise et d'influenceur auprès des autres ministères pour essayer de nous faire un peu monter en compétences. Et moi, pour le vivre depuis 2-3 ans maintenant, c'est extrêmement structurant, au sens où avant on avait une toute petite place sur la transition écologique qui a encore 3-4 ans, et chaque année, grâce à vous, on avance sur le sujet. Donc on est toujours en retard par rapport à vous, mais on essaie de s'améliorer sur le sujet. Bon, si on arrive à infuser jusqu'à l'intérieur du périphérique et ailleurs en petite couronne, c'est une excellente nouvelle. Mais en tout cas, je rejoins les propos qui ont été tenus sur l'économie circulaire. De toute façon, quel que soit le nom qu'on lui donne, ça va être central. Enfin, vous avez parlé du défi de notre génération. Je pense que la conscience qu'on n'a qu'une planète, qu'on a un défi climatique, qu'on a un défi sur les ressources, est maintenant suffisamment centrale pour que cette
préoccupation soit prise en compte partout. Alors, David, avant qu'on passe aux questions, l'opérateur de la transition énergétique de l'État, vous faites quoi? Alors, je vais y venir, mais juste avant, je voulais revenir sur finalement un peu la même idée, moi, qui m'était venue quand la question a été posée, comment faire pour passer à l'échelle. La première chose qui m'est venue en tête, c'est y croire. Effectivement, faut y croire. Donc c'est un peu, je reprends un peu les propos de Louis, mais y croire, et l'ensemble des acteurs de l'économie peuvent y croire. Enfin, et je pense que là aussi, les travaux que j'ai cités tout à l'heure, hein, transition 2050, les scénarios de neutralité carbone. Quand on regarde l'impact macroéconomique des 4 scénarios de l'ADEME modélisés avec des outils macroéconomiques, on se rend compte qu'en fait, ces 4 scénarios génèrent tous de la croissance économique. Le premier scénario en génère moins que le 4e, certes, mais tous génèrent de la croissance. Donc déjà, c'est quand même important d'avoir ça en tête, que si on va dans un monde de transition écologique, un monde où la consommation d'énergie baisse, c'est pas un monde décroissant. Et je pense que ça, c'est un argument qui peut faciliter l'adhésion d'un certain nombre d'acteurs, notamment des acteurs économiques. Deuxième point, c'est effectivement quelles sont les innovations qu'on soutient, comment on fait pour passer à l'échelle. Alors déjà, ça fait un moment effectivement qu'on soutient beaucoup d'innovations dans le domaine de l'environnement et de la transition écologique. Les dispositifs de soutien, ils évoluent, ils n'ont pas toujours été adaptés aux startups. Néanmoins, il y a différentes versions de ces dispositifs qui ont permis de soutenir des choses. Et quand on regarde un peu dans le passé, finalement, on n'a pas non plus à rougir. Il y a un certain nombre de startups qui ont été financées et qui sont à la fois innovantes et sobres. Puisque c'est vrai qu'à première vue, on pourrait dire sobriété et innovation, est-ce bien compatible? Voilà, le low-tech, est-ce que c'est vraiment de l'innovation? En fait, quand on regarde la liste, nous on a soutenu pas mal d'innovations de boîtes qui bossent dans les économies d'énergie, qui ont voulu faire des analyses de la consommation pour sensibiliser les gens ou les entreprises sur leur consommation. Il y a Fludia, il y a BeBright, etc. Enfin, il y en a plein d'autres qui vraiment sont sur ce créneau-là. Et là, plus récemment, on soutient aussi des startups dans le domaine des économies. Alors, soit pour, par exemple, l'agriculture, autour de la notion d'agriculture de précision. Comment j'utilise les techs pour analyser les endroits où il faut pulvériser des produits phyto, par exemple, pour en mettre moins. Donc ça, c'est une boîte, alors je ne sais pas si je peux la citer, mais j'aurais du mal à toutes les citer, mais bref, c'est pas très grave. Une autre entreprise qui est un peu dans la même logique, mais sur l'utilisation de l'eau en agriculture, pour aussi économiser l'eau en exploitant au maximum la data. Donc voilà un peu des exemples qui montrent que oui, c'est tout à fait possible. Alors France 2030, dans tout ça, c'est un accélérateur. Et l'ADEME en est un des opérateurs pour le compte de l'État. Nous, on a 10 milliards en gestion dans les 5 prochaines années sur France 2030, donc la moitié pour la décarbonation de l'industrie, donc c'est tout à fait conséquent. Et l'intérêt de France 2030, c'est que ça a été monté sur la base de stratégies qui ont essayé de voir tous les freins au développement d'une filière, à la fois en regardant l'angle de la transition écologique, comment je maximise la transition écologique, et comment je maximise les retombées industrielles, économiques pour la France. Et donc, dans France 2030, on a des dispositifs de soutien à l'innovation, mais on a aussi des dispositifs de soutien à la formation, des dispositifs de soutien au déploiement pour que les technos qu'on soutienne trouvent des marchés. Donc ça, je trouve que c'est tout à fait cohérent aussi pour éviter de refaire le syndrome du photovoltaïque où on a mis en place des tarifs d'achat, il n'y avait pas d'industriel ou l'inverse. Voilà, donc ça me semble vraiment important. Après, on peut aussi innover autrement. Et là, je vais juste citer un exemple pour terminer qu'on a mis en place à l'ADEME qui s'appelle l'Extrême Défi. C'est dans le domaine de la mobilité. Et c'est un défi d'innovation coopérative. La logique étant de dire nos véhicules sont de plus en plus lourds, ils consomment de plus en plus. Voilà, on est à 150 kW pour un véhicule, alors que pour faire rouler un vélo, il faut moins d'1 kW, voire 200 watts. Comment on fait pour changer d'échelle? Et donc l'extrême défi, c'est réussir à faire des véhicules 10 fois plus légers, 10 fois moins puissants, 10 fois plus sobres, 10 fois réutilisables. Bon, j'exagère sur les 10 fois, mais vous voyez la logique, basée sur des briques technologiques réutilisables et compatibles.
Et en fait, cet extrême défi, ça fonctionne super bien. Il y a 43 équipes engagées pour participer à cet extrême défi, et avec des prototypes là, dont certains sont montrés en ce moment au Mondial de l'Auto. Et donc voilà, donc, la logique de faire un véhicule plus sobre, adapté au trajet du quotidien, et en mode vraiment coopétition. Voilà, c'est un peu une nouvelle façon d'innover. Merci beaucoup David, merci tous. On a brossé un panorama d'un ensemble de sujets. Je propose, il nous reste une dizaine de minutes, je propose qu'on puisse prendre les questions de la salle si vous en avez. C'est toujours la première qui coûte. Monsieur. Ah, on vous apporte un micro. Bonjour, Jacques Noël, donc je dirige la société Tomaro, qui est active dans... Peut-être un peu plus fort, si c'est possible. D'accord. Donc, Jacques Noël, je dirige une entreprise qui est active dans le milieu... Ça fait bizarre, hein, je suis pas à l'aise. On vous entend, allez-y. On prend votre question. Simplement, donc, quand on parle de sobriété, d'efficacité, d'énergie renouvelable, pour moi, c'est l'éco-conception que l'on redécouvre. L'éco-conception des produits, des services. On peut comme ça, donc peut-être dans l'économie circulaire, justement, commencer par apprendre ou redécouvrir ce qu'est l'éco-conception. Et on trouvera peut-être alors des solutions à cette question d'efficience des ressources. Donc ça, c'est le premier point. Ce que je voudrais simplement souligner, c'est le fait que si on veut atteindre la décarbonation, la neutralité carbone plus exactement, dans les horizons fixés, il y a deux piliers. L'efficience des ressources, c'en est une, donc l'éco-conception en priorité, et il y a aussi donc tout ce qui concerne la régénération des milieux naturels. On se projette dans un horizon à 20, 30, 40 ans, le climat sera différent, les conditions de vie seront différentes, il y a donc une probabilité que nos forêts ne soient plus les mêmes, que nos puits de carbone ne fonctionnent plus de la même manière. Donc un travail d'anticipation sur le long terme me paraît nécessaire à nos politiques, à nos scientifiques et les startups pour pouvoir appréhender ces questions-là sur ces temps longs. Et je crois que c'est peut-être ce qui manque. Donc il n'y a pas simplement une question de formation à l'économie circulaire, à l'éco-conception, etc. Il y a aussi cette propension à pouvoir aller, vouloir aller sur ces horizons de temps à 10, 20, 40, 50 ans. Et quand on construit, fabrique une ville, un territoire, c'est plutôt sur ces horizons de temps qu'il faut compter. Donc un message à l'Assemblée et puis à tous ceux qui suivront derrière vous, considérez le temps long d'abord. Merci. Oui, je pense avoir ouvert d'ailleurs cet échange en rappelant qu'effectivement du côté de l'État, on se projette vraiment sur le temps long pour la planification de l'énergie et du système énergétique. On travaille à l'horizon 2050 aujourd'hui, avec également des visions et des modélisations sur le plus long terme sur certains sujets. Dans la direction générale dans laquelle je travaille, on a aussi les équipes qui s'occupent des sujets d'adaptation au changement climatique, et c'est un sujet qui est pris en compte dans l'ensemble de nos politiques. Alors bien sûr, beaucoup reste à faire, mais je vous rejoins complètement sur le fait qu'on doit se projeter sur le temps long, et c'est bien ce qu'on fait pour donner de la visibilité, se mettre sur des trajectoires et être capable de prendre en compte les phénomènes, mais également d'investir sur ce temps très long. Sur l'éco-conception, le retour à l'éco-conception, David, tu veux peut-être en dire un mot ? Oui, peut-être c'est tout à fait pertinent de parler de l'éco-conception. Enfin, ça fait le lien avec la question de l'économie circulaire. Moi, l'exemple que je voulais donner aussi tout à l'heure par rapport au fait que la transition peut rimer avec croissance et nouveaux modèles d'affaires. Alors l'éco-conception, ça en fait partie, parce qu'on va être plus efficient effectivement dans la fabrication d'un produit ou d'un service. Il y a également l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, qui est vraiment une logique de se sortir du modèle de vente en volume. Puisque c'est vrai que tout est lié. Enfin, on l'a dit tout à l'heure, la sobriété énergétique, elle se fera pas sans sobriété matière, et peut-être même que la sobriété ressources va
contraindre avant la nécessité de sobriété énergétique. Et donc c'est cette logique d'économie de la fonctionnalité, hein, qui est le fait de vendre un service plutôt que de vendre un produit et de trouver une façon de faire durer le produit le plus longtemps possible. C'est vraiment un modèle qui peut être inspirant, sur lequel il y a des petites entreprises qui s'y mettent, mais il y a également l'exemple assez connu de Michelin, hein, qui vend maintenant pour ses clients professionnels des kilomètres de roulage plutôt que des pneus. Et donc, enfin voilà, ça c'est quand même tout à fait intéressant. Après, le point que vous mentionnez sur le temps long, alors vous l'avez illustré sur la question des puits de carbone. Alors c'est vraiment un enjeu majeur également qu'on a essayé de mettre en évidence dans les 4 scénarios de l'ADEME, la modélisation de la biomasse, qui était aujourd'hui un peu le parent pauvre de ces scénarios, parce que la biomasse va permettre de produire de l'énergie, elle va permettre de stocker du carbone dans les écosystèmes agricoles ou forestiers, et elle doit aussi s'adapter effectivement au changement climatique, mais en même temps elle peut aussi produire des ressources, des matériaux. Donc pour bien faire et gérer les bons arbitrages d'utilisation de la biomasse, nous c'est ce qu'on a vraiment voulu faire. Essayer de voir s'il y avait plusieurs solutions possibles par rapport à ça. Alors oui, on a des scénarios où on peut accroître le puits de carbone, d'autres au contraire, si on accroît trop les prélèvements de biomasse, le puits de carbone va réduire. Si on ne change pas les pratiques agricoles, le puits de carbone va réduire. Et ça, effectivement, c'est sans doute un des sujets de planification pour le futur qui me semble effectivement très important, sur lequel il faut planifier, puis en même temps donner des signaux économiques pour faciliter la mise en place du puits de carbone forestier et agricole. Oui, et puis la biomasse, c'est un gros sujet de bouclage de l'ensemble des scénarios. C'est un sujet inépuisable de discussion d'ailleurs avec les personnes qui s'occupent de biométhane sur les projections à long terme. Une autre question dans la salle. Alors, on en a plusieurs. On va en prendre déjà monsieur tout en haut. Oui. Il nous reste 3 minutes 35. Ça va être très rapide. Merci à tous pour vos interventions. Justement, pour rebondir sur la question de la biomasse, avec une question assez simple, comment aujourd'hui vous projetez la place de la pyrogazéification dans le mix énergétique en se concentrant effectivement plutôt sur le gaz que sur les approches d'électrification? Olivier, vous voulez réagir? Je peux peut-être dire un mot là-dessus, parce que tout le monde n'est peut-être pas familier, la pyrogazéification. Donc, à partir de gaz naturel ? Dans ce cas précis, à partir de gaz naturel ou parce que non, en l'occurrence à partir de déchets, déchets bois. Donc à partir de biogaz plutôt. Enfin, transformer les déchets en gaz par en syngaz pour pouvoir remplacer du gaz naturel. D'accord, donc c'est la méthanisation 2G dont on parle. J'ai pas le même vocabulaire, mais ça doit être ça. D'accord. Non, parce qu'il y a la pyrolyse du méthane qui permet finalement à partir du gaz naturel de produire de l'hydrogène et d'obtenir du carbone solide. Donc ça, c'est pas mal, parce que ça permet de faire de l'hydrogène sans émettre de carbone au sens strict dans l'atmosphère. La difficulté de ça, il y a des technologies qui marchent là-dedans, hein, de pyrolyse du méthane, mais dans ce cas-là, pour se retrouver avec du carbone solide, bon, c'est intéressant, mais c'est un peu compliqué, ces espèces de suies, donc on peut les réutiliser, mais nous, dans les études qu'on fait, si on augmente le volume de la pyrolyse de méthane, on va se retrouver avec des volumes qu'on aura du mal à gérer. La pyrogazéification, c'est un peu différent. Ça permet de produire du syngaz et après, par méthanation, du biométhane à partir d'intrants qui ne sont pas ceux de la méthanisation de première génération classique. La méthanisation classique, c'est de la biomasse qui est en général humide, qu'on fait... alors, c'est encore un peu différent du gaz de décharge, hein, donc on met dans des méthaniseurs. Et en milieu anaérobie, on fait agir des bactéries qui agissent, digèrent, etc., produisent le méthane qu'on récupère, etc., qu'on filtre, qu'on peut réutiliser. La 2G, c'est différent. Ce sont des intrants secs, donc on peut utiliser des résidus de biomasse. On peut utiliser éventuellement des choses dont on ne saurait pas quoi faire hein, dans les déchets. Après, il y a la question de ce qu'on peut émettre, et donc il faut filtrer. Et typiquement, nous, on a fait des tests sur des pales d'éoliennes. Hein, c'est que c'est une des difficultés du recyclage dans les éoliennes, c'est les pales. Et donc, on a testé qu'en 2G, on pouvait utiliser une pale d'éolienne pour faire du biométhane. Bon, ça fonctionne. Nous, on a une plateforme de test sur ce sujet-là à côté de Lyon, à Saint-Fond, ça s'appelle Gaïa, qui a prouvé que c'était pertinent, qu'on obtenait des choses qui fonctionnaient bien. Et pourquoi c'est important? C'est parce qu'en fait, on n'a pas suffi. La réalité, c'est qu'on va manquer de volume. On va manquer de volume. C'est-à-dire qu'on a besoin du gaz de décharge, évidemment. On a besoin de tout le potentiel 1G, c'est-à-dire les types d'intrants mouillés
pour produire, oui, mais il y a une limite à ça. Parce qu'il ne faut pas convertir non plus toute l'agriculture pour fabriquer de la culture énergétique. Ce ne serait pas sain. Les Allemands ont fait ce choix-là, c'est très débattable. Donc il y a un volume qu'on peut arriver, on est loin encore du gisement maximal, mais il y aura un volume maximal. Après, il faut aller chercher la 2G. La 2G, ça permet de valoriser des intrants qu'on ne valoriserait pas, qu'on ne saurait pas valoriser avec de la 1G. Donc oui, on pense qu'il faut le faire. On travaille sur un projet qui s'appelle Salamandre, qui est au Havre, qui peut être le premier grand projet de méthanisation à l'échelle industrielle. En tout cas, le groupe y croit beaucoup, le groupe ENGIE y croit beaucoup. On est prêt à investir pour avoir réellement la capacité. Ce sera des beaucoup plus grosses unités, hein, la méthanisation 2G que la 1G, on y croit beaucoup. Il y a une autre techno aussi, pour être au bout du biogaz, qui est intéressante, c'est tout ce qui est hydrothermal, où là, c'est vraiment des intrants en forme liquide qu'on peut méthaniser. Ça, c'est moins mature. Il y a quelques plateformes de test, notamment aux Pays-Bas, qui sont assez convaincantes et qu'on commence à regarder également. Voilà. Donc oui, je pense qu'il faut aller chercher le biométhane partout, dans tous les gisements, parce qu'on aura besoin de tous les gisements pour atteindre les niveaux ou les volumes dont on aura besoin, même après de gros efforts d'efficacité énergétique et de sobriété. Je précise que la même chose s'applique à l'électricité. Aujourd'hui, quand même, l'hypothèse, c'est que nous ne produirons pas en Europe suffisamment d'électricité renouvelable, en tout cas dans les proportions dont nous aurons besoin à 10, 20, 30, 40 ans. Et probablement que ces molécules bas carbone dont je vous parlais tout à l'heure, elles serviront aussi de vecteurs de transport de l'énergie intercontinentale. Merci pour cette intervention. Alors, on essaie de ne pas mettre au centre de la politique énergétique française, en tout cas, des imports massifs. De l'interdépendance choisie avec nos voisins européens pour l'équilibrage des réseaux, oui. Mais la stratégie énergétique de la France n'est pas, d'ailleurs, vous l'avez dit tout à l'heure, de troquer une dépendance pour une autre. Et donc, il faut absolument qu'on ait un système énergétique qui fonctionne à l'échelle européenne. Alors, on est arrivé au bout de notre temps. Pour compléter simplement sur la pyrogazéification et le soutien au gaz, on a un ensemble de dispositifs de soutien qui sont pour les procédés les plus matures, les plus génériques, comme la méthanisation, qui sont des dispositifs de soutien avec un tarif de rachat, avec des aides à l'investissement de l'ADEME. Et puis pour les technologies un peu plus, soit à la pointe de l'innovation, soit juste avant quand même le passage à l'échelle, on a là des dispositifs de soutien qui sont un peu plus spécifiques, un petit peu plus ciblés, et on essaye de faire bouger les curseurs pour accompagner le développement. Je vous propose de dire chacun 2 mots pour la fin, et puis on va rendre la salle. Louis, 2 mots. J'ai plus le temps de réfléchir. Alors, je pense, je veux dire en une phrase, s'il y a des gens qui sont venus ici pour chercher des employeurs, postuler aux startups qui sont au-dessus, elles sont toutes intéressantes. Donc il y a peut-être des étudiants ou des gens plus âgés, mais en tous les cas, il y a plein de boîtes intéressantes, des boîtes qui recrutent énormément dans cette de la green tech. Donc postulez. Voilà. Nicolas. Alors, juste un mot pour dire que, alors, en tant que start-up et en me rappelant un petit peu nos débuts, je me rends compte que nous, le temps long, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. L'immédiateté, la survie immédiate d'une entreprise, c'est quelque chose que j'ai encore très, très présent dans mon esprit. Et la planification à 2050, à mon avis, par rapport aux enjeux de souveraineté, c'est rater l'objectif. Dans 10 ans, la souveraineté, c'est le sujet qui va être central pour la France, pour l'Europe, dans un contexte dont on sait qu'il sera avec des seuils de dépassement rouge vif de la plupart des problèmes climatiques. Et pour moi, la sobriété, c'est le cœur du sujet. La sobriété pour dans 10 ans, c'est la seule manière qu'on aura de conserver une souveraineté au niveau européen et national. Oui, je suis très d'accord avec ça, je souscris. Olivier. Je dirais que l'urgence climatique et géopolitique nous condamne à l'optimisme. Donc je pense qu'il a été mentionné à plusieurs reprises le fait de se dire que c'est un peu un acte de foi. Et je pense que c'est très important de construire ensemble des futurs de l'énergie qui soient possibles et qui soient désirables, parce que c'est un changement profond, et que dans un changement profond, en tout cas si on tient à nos modèles démocratiques qui sont mis au défi dans les années qui viennent, il faut le faire par adhésion. Et voilà, c'est à ça qu'on veut contribuer. Merci David. Peut-être 2 choses. Premièrement, le côté multicritère de la question. La neutralité carbone, c'est un axe central de la politique énergétique de la France. On voit qu'elle est interdépendante avec les questions de ressources et que voilà, le problème il est multifactoriel. Et deuxième point, je pense que c'était un peu ce qui était dit en introduction par Sophie, c'est cette question de sobriété pour passer l'hiver. Il faut qu'on la garde dans la durée. Puisque c'est grâce à elle qu'on accroîtra notre souveraineté à plus long terme. Voilà. Donc,
faisons les gestes pour cet hiver, mais aussi enclenchons des changements structurels pour le plus long terme. Voilà, et c'est toute la richesse de la politique de l'énergie, dont ma direction a la charge. On a des sujets de l'immédiateté du jour ou de la demi-journée, notamment qui est du carburant aux pompes, par exemple, mais c'est pas le seul, les prix de l'énergie. On est dans des sujets d'immédiateté absolue. On est dans des sujets de court terme, avec des urgences de court moyen terme qui sont celles qui ont été citées. Et en même temps, on a l'urgence du long terme et le changement sur le temps long. Voilà, et bien merci à tous les intervenants et à tous les participants pour ce travail. Merci.